Riverman William Hill examine son tonneau en caoutchouc fait de 14 tubes liés avec un filet de pêche qu'il croit capable de passer les chutes du Niagara en toute sécurité. Le génie humain ne connaît pas de limites, mais la stupidité non plus. Un avocat qui ne fait pas la différence entre une fenêtre et une porte de secours. Un cascadeur qui mise sa vie sur un tonneau en bois pour affronter les chutes du Niagara. En passant par un prêcheur convaincu que des lions sont des chrétiens pratiquants. Les autorités déclarent que le jeune homme de 26 ans a été tué, possiblement par arc et flèche, lors de ce que la police a décrit comme une aventure mal placée dans une zone hautement restreinte. Bienvenue dans cet épisode spécial où nous célébrons ceux qui ont contribué, malgré eux, à l'amélioration du patrimoine génétique en s'en excluant. Numéro 1. Le jardin zoologique de l'université d'Haïdon est un lieu idéal pour les familles qui veulent profiter de la nature et voir des animaux qu'ils n'ont aperçus qu'à la télé. Mais en 1999, les visiteurs ont eu droit à un spectacle inattendu, une démonstration en direct de pourquoi la foi seule n'est pas une stratégie de survie. Au centre du drame qui s'est déroulé ce jour-là, se trouvait le prophète Daniel Abad-Duran, un homme avec plus de conviction que de bon sens. Inspiré par le Daniel biblique, qui aurait passé une nuit douillette dans une fosse au lion, Abad-Duran croyait pouvoir réaliser le même miracle. Armé seulement d'une grosse Bible et d'une confiance inébranlable, il s'est approché du personnel du zoo et a fait une demande qui les a laissés hilars. Il voulait entrer dans la cage des lions. Au début, ils ont cru à une blague. Ce n'en était pas une. Peut-être a-t-il supplié, peut-être a-t-il trouvé un moyen de s'infiltrer. Les récits des témoins diffèrent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est bientôt retrouvé là, debout dans l'enclos, fixant le roi de la jungle comme s'il avait une armure divine. Vêtu d'une robe rouge flottante, il a brandi sa Bible comme un chevalier médiéval levant son bouclier. Il a commencé à psalmodier, invoquant une protection divine. Les lions, peut-être perplexes face à ce buffet livré à domicile, ont hésité. Encouragés par leur pause momentanée, Abad-Duran a sans doute pensé « Oui, ça marche ». Sauf que rien ne marchait. La nature ne lit pas la Bible. Une fois que les lions ont compris que le dîner s'était présenté de lui-même, ils ont fait ce que les lions font de mieux. En un instant, ils ont bondi. Abad-Duran a essayé de se battre, mais disons simplement que la foi ne remplace pas les crocs et les griffes. En quelques instants, tout était fini. Sa robe était en lambeaux, sa Bible n'était plus qu'un décor et son grand miracle était annulé. À l'extérieur de la cage, le chaos a éclaté. Les familles criaient, les parents couvraient les yeux de leurs enfants. Le personnel du zoo a probablement vécu le pire jour de sa carrière. Ce qui avait commencé comme une tentative de prouver une intervention divine s'est terminé par une leçon tragique et légèrement darwinienne. La foi est puissante, mais elle n'est pas à l'épreuve des lions. Numéro 2. L'île était interdite d'accès pour protéger les étrangers et la tribu qui n'a pas d'immunité contre les maladies modernes. Ce matin, les enquêteurs essaient de découvrir qui d'autre pourrait avoir été impliqué dans cette mission suicide. John Allen Shaw avait un rêve, marcher sur une île reculée peuplée de gens qui n'avaient jamais vu de missionnaires et leur présenter Jésus. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Pour se préparer, il a suivi un camp d'entraînement missionnaire où on l'a formé avec un faux village indigène et des lances factices. Parce que rien ne vous prépare mieux à une tribu dangereuse et isolée qu'une session de jeu de rôle en direct. En 2018, Shaw était prêt. Il a atterri à Port Blair, dans les îles Andaman, et s'est approvisionné en cadeaux, fournitures médicales et cartes illustrées. Parce que, évidemment, montrer des dessins était le plan parfait pour briser une barrière linguistique vieille de milliers d'années. Il a aussi payé 2 pêcheurs environ 380 $ pour le conduire illégalement près de l'île de North Sentinel, où les locaux avaient clairement indiqué depuis des siècles qu'ils préféraient 0 visiteur. Shaw, cependant, restait déterminé. Dans son journal, il a écrit qu'il croyait que c'était le dernier bastion de Satan sur Terre. Il a même dit à sa famille de ne pas en vouloir à Dieu ou aux insulaires s'il scellait son destin, ce qui, avec le recul, était une sacrée prémonition. Sa première approche s'est faite en canoë, armé d'une Bible étanche. Quand les insulaires ont réagi par de la confusion, des rires et de l'hostilité, il a essayé de leur chanter des hymnes et de parler en Xhosa, une langue qu'ils ne comprenaient absolument pas. Finalement, il a reculé quand ils ont commencé à lui tirer des flèches. Lors de sa prochaine tentative, il s'est rapproché un peu plus et a été accueilli par un jeune sentinelle, un garçon qui a promptement tiré une flèche droit dans sa Bible. Encore un message clair. Pourtant, Shaw n'abandonnait pas. Le 17 novembre, il a dit aux pêcheurs de le laisser pour qu'il puisse s'engager pleinement dans sa mission. Le lendemain, ces mêmes pêcheurs ont vu les insulaires traîner son corps le long de la côte et l'enterrer plus tard dans le sable. Le gouvernement indien a brièvement envisagé de récupérer son corps, mais après avoir pesé les risques, ils ont finalement décidé « Ouais, non, pas la peine ». Les insulaires ont été laissés tranquilles, comme ils l'avaient toujours voulu. Pendant ce temps, la mort de Shaw a suscité un débat mondial. Certains le voyaient comme un martyr,
d'autres comme un intrus arrogant qui ignorait l'histoire, la science et de multiples avertissements très clairs. Survival International l'a critiqué pour avoir mis en danger la santé de la tribu, en les exposant à de potentielles nouvelles maladies. Même son propre père a blâmé la communauté missionnaire pour avoir rempli la tête de son fils d'idées extrêmes. En hommage final, Shaw a reçu à titre posthume le Darwin Award 2018, et 5 ans plus tard, National Geographic en a fait un documentaire intitulé The Mission. Mais somehow, on dirait que les sentinelles connaissaient déjà la fin. Numéro 3. Dans l'histoire des décisions douteuses, peu rivalisent avec Charles Stevens, un barbier de Bristol, qui a décidé que couper des cheveux n'était pas assez excitant. À la place, il a jeté son dévolu sur quelque chose de bien plus palpitant, dévaler les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. Charles n'était pas n'importe quel casse-cou. Il était père de 11 enfants, ce qui pourrait expliquer son besoin désespéré de calme. Peut-être pensait-il qu'un voyage dans les chutes serait la partie la plus reposante de sa journée. Quoi qu'il en soit, il a déclaré avec assurance que c'était une proposition commerciale cool. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il allait gagner gros avec son grand coup. Il a choisi un tonneau en chêne. Pas le meilleur choix, mais bon, il était l'expert. Pour rester stable, il a aussi emporté une enclume. Oui, une enclume, le même truc que les personnages de dessins animés utilisent pour s'écraser mutuellement. Les collègues casse-cou Bobby Leach et William Red Hill Sr. l'ont supplié de tester le dispositif d'abord, mais Charles, débordant de confiance et peut-être manquant d'instinct de survie, a balayé leurs conseils. Attaché dans le tonneau avec ses pieds littéralement liés à l'enclume, Charles a dévalé les chutes horse-shoe. Le résultat ? Des regrets instantanés. L'enclume, prouvant une fois de plus que la gravité est invincible, a percé le tonneau et a entraîné Charles vers un destin aquatique. Quand les secours l'ont cherché, ils n'ont retrouvé que son bras droit, la seule partie de lui qui a eu un enterrement digne de ce nom. Donc, si vous visitez Niagara Falls, Ontario, sachez que le membre solitaire du barbier le plus audacieux repose quelque part sous l'herbe. En 1994, Charles a reçu un Darwin Award posthume, 74 ans après sa sortie glorieuse. Numéro 4. En 1993, Gary Hoy était un avocat prospère et en pleine santé. Mais le 9 juillet de cette année-là, il a décidé de montrer ses connaissances en ingénierie devant un groupe d'étudiants en droit. Son idée brillante ? Prouver que les fenêtres de son bureau à Toronto étaient incassables en se jetant dessus de tout. Lors de sa première tentative, Gary a couru et s'est lancé contre la vitre. Comme il l'avait prédit, elle a tenu. Se sentant comme le plus malin de la pièce, il a décidé de tenter une deuxième fois, et c'est là que la tragédie a frappé. En se lançant à nouveau sur le verre, la fenêtre n'a pas cédé, mais le cadre a lâché. Gary et toute la vitre ont volé sur 24 étages. Ouais, le verre est resté intact. Le cadre, pas tellement. C'était fini pour Gary. Ce coup tragique mais totalement évitable a envoyé des ondes de choc dans le monde juridique. Son cabinet, Holden Day Wilson, ne s'en est jamais remis. Le moral s'est effondré, les employés sont partis, et juste 3 ans plus tard, le cabinet a fermé dans ce qui est devenu la plus grande fermeture de cabinet juridique de l'histoire canadienne. Et parce qu'Internet n'oublie jamais, le nom de Gary vit toujours comme une légende. Son histoire a été couverte par Mythbusters et 1000 façons de mourir. Et il a même remporté un Darwin Award, parce que, soyons réalistes, c'était la sélection naturelle à son apogée. Leçon du jour. Si vous voulez prouver que quelque chose est incassable, peut-être juste le tapoter au lieu de le plaquer. Numéro 5. Le sous-officier Brandon Dilbert, membre d'équipage de la marine américaine, est parti en réalisant ce que certains appellent le coup ultime de casse-cou, le Supermanning. Pas avec une cape, pas dans une BD, mais à l'arrière d'un hélicoptère MH-53 en mouvement au-dessus du golfe Persique. Et ça s'est terminé à peu près aussi bien qu'on pourrait s'y attendre quand on mélange du matériel militaire avec des pitreries en plein vol. Le Supermanning, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand quelqu'un s'attache avec une ceinture de sécurité, se penche hors d'un aéronef et prend la pose classique de Superman. Bras tendus devant, jambes droites, le vent lui fouettant le visage comme dans une pub pour du parachutisme extrême. C'était le genre de cascade qui faisait rire les troupes, valait des droits de vantardise et parfois donnait des photos légendaires en vol. Mais ça venait aussi avec un risque évident, comme ce qui s'est passé ensuite. En plein mode Supermanning, Brandon était attaché et planait jusqu'à ce que sa prise glisse. Et en un instant, il a disparu. Pas de bataille épique, pas de dernier combat contre des odds écrasants. Juste une cascade mal calculée, un harnais mal fixé et une chute de 38 mètres dans le golfe Persique. Son corps a été retrouvé 4 heures plus tard, et la Navy n'a pas perdu de temps pour lancer une enquête.
Il s'avère que ce n'était pas un incident isolé. Le supermanning était une tradition officieuse de longue date parmi certains membres d'équipage, parce que, bien sûr, ça l'était. Le contre-amiral Denby H. Starling II a découvert que ça durait depuis plus de 10 ans. 4 autres membres d'équipage ont avoué leur pitrerie aérienne, et disons simplement que la Navy n'a pas trouvé ça drôle. Les désignations d'équipage aérien ont été retirées, des têtes ont roulé métaphoriquement, et le supermanning a été officiellement cloué au sol pour de bon. Mais voilà, le décès de Brandon a quand même été classé comme en service, ce qui signifie que, malgré l'absurdité de tout ça, il est officiellement reconnu aux côtés des héros qui ont fait le sacrifice ultime. Donc, bien que son histoire puisse ressembler à un gag tiré d'une compilation militaire, elle fait maintenant partie de l'histoire. Et quelque part là-dehors, vous savez qu'il y a encore un vieux vétéran de la Navy qui secoue la tête, rigole et dit « Mec, on faisait vraiment des trucs débiles à l'époque. » Numéro 6. Le regretté streamer Tetsu voulait offrir à ses spectateurs un live stream inoubliable. Il a définitivement tenu parole, mais pas comme il l'avait prévu. Le mont Fuji, ce n'est pas une blague, c'est le plus haut sommet du Japon, une montagne sacrée, et un défi brutal même en été. Hors saison, c'est un cauchemar glacé et impitoyable. C'est là que Tetsu a décidé d'aller pour une petite randonnée sympa, habillé comme s'il se rendait dans un café de Tokyo, armé seulement de bâtons d'escalade et d'un smartphone. Il a nommé son stream « Allons au mont Fuji enneigé », comme s'il visitait un pays des merveilles hivernales, pas une montagne mortelle. Au début, tout semblait aller bien. Il riait, discutait et grimpait. Mais ensuite, la neige s'est épaissie, le vent s'est refroidi et les plaintes ont commencé à fuser. Ses mains ont commencé à s'engourdir et il n'avait pas de chaufferette. Ses spectateurs ont peut-être commencé à avoir pitié de lui, jusqu'à ce qu'il montre clairement qu'il s'inquiétait plus de maintenir le livestream que de rester en vie. C'était le moment de faire demi-tour. Une personne sensée l'aurait fait. Tetsu, il a continué. Avec des mains gelées, jonglant avec ses bâtons et son téléphone, il a atteint un point où la barrière de sécurité s'arrêtait net. Le sentier était désormais raide, étroit et traître. Il l'a remarqué, mais a poursuivi. Et ses spectateurs sont restés là, impuissants, à le regarder se rapprocher du désastre. La pente était à 30 degrés, de la glace pure, et ses baskets avaient autant d'adhérence que du beurre dans une poêle. Puis est venu l'appel à l'aide redoutée. Quiconque a fait de l'alpinisme sait qu'on a une seule chance d'arrêter une chute, lâcher le téléphone, enfoncer les bâtons et se sauver. Mais non, les mains de Tetsu s'accrochaient à son téléphone et la gravité a fait le reste. Le stream a continué pendant qu'il dégringolait, pieds, battant l'air, bâton volant, caméra tremblant, jusqu'à, finalement, le silence. La dernière image était un bâton d'escalade figé en l'air. Ses spectateurs ont fait ce qu'il fallait et ont appelé à l'aide, mais c'était déjà trop tard. Ils ont retrouvé le corps de Tetsu à 1000 mètres de là où il était tombé, à une altitude de 3000 mètres. Il n'avait pas besoin de grand-chose pour survivre, des gants, des crampons et une once de bon sens. Il aurait pu avoir une vidéo fantastique et encore 47 ans pour en profiter. Mais au final, ce n'est pas le froid qui lui a pris la vie. Numéro 7. À minuit, le téléphone de l'inspecteur Campbell Hill a sonné. Quelqu'un était tombé dans le gouffre de Cave Garden. Pas vraiment le genre de réveil qu'on souhaite. Il a à peine eu le temps de jurer avant d'appeler les pompiers. Ça allait être une longue nuit. Le gouffre de Cave Garden est un endroit à couper le souffle à Mount Gambier, en Australie du Sud. Il y a des vignes vertes luxuriantes, des roses et même une cascade. Une barrière de sécurité entoure le tout, et une plateforme d'observation avec une rambarde en fer forgé offre aux visiteurs une vue palpitante mais sûre sur la chute de 30 mètres. Enfin, sûre pour ceux qui respectent les règles de visite. Bradley Streer, un jeune de 20 ans qui aimait l'aventure et les voitures, n'a pas suivi. À minuit, il a décidé que rester sur la plateforme ne suffisait pas. Non, il devait faire un poirier sur la rambarde au-dessus d'une chute de 30 mètres, parce que pourquoi pas? Malheureusement, la physique avait d'autres plans. Une seconde, il était à l'envers, se montrant à ses amis. La suivante, il plongeait dans l'obscurité. Quand les premiers secours sont arrivés, il n'y a pas eu de sauvetage miracle. Bradley est décédé sur le coup. Les soupçons d'actes criminels ont été écartés. Mais quelle était la cause de l'accident? L'inspecteur Hill a dû l'entendre 2 fois avant que ça ne s'imprime vraiment. Un poirier sur une rambarde au-dessus d'un gouffre. Les poiriers, c'est amusant sur un sol solide. Au pire, vous tombez sur les fesses. Mais le faire à 30 mètres dans les airs, c'est défier les lois de la physique en duel. Bradley était jeune, talentueux et avait toute la vie devant lui. Mais en un moment d'imprudence, il est passé d'audacieux à condamné. Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas un crime, juste une erreur simple et évitable. Au final, la gravité n'était pas la coupable.
Numéro 8. Michael Séon n'avait qu'une chose en tête, un trésor, pas n'importe quel trésor. 2 millions de dollars en or, soi-disant enterrés quelque part dans les Rocheuses par un excentrique marchand d'art nommé Forrest Fenn. Les indices étaient cachés dans un livre, et Michael était convaincu d'avoir percé le code. Le seul problème, c'est qu'environ 350 000 autres personnes avaient aussi essayé et échoué. Pire, 4 d'entre elles y avaient laissé leur vie. Mais dans le cas de Michael, il savait où c'était. Ce qui voulait dire qu'ils étaient tous des idiots, et pas lui. Alors il a embarqué un pote de 65 ans, a fait un sac léger, et est parti pour le monument national des dinosaures en février 2020, s'attendant à être riche d'ici le coucher du soleil. Mais la réalité a frappé fort. Il était aussi un idiot, comme il avait qualifié ceux avant lui. Michael et son ami n'ont trouvé aucun trésor, se sont perdus et ont failli geler. Heureusement, les secours les ont trouvés juste à temps. C'était une alerte sérieuse, et on pourrait penser que Michael avait appris sa leçon. Mais non, il était habitué à prouver que tout le monde avait tort. Littéralement 1 mois plus tard, il était de retour. Il s'était remis, avait reformé son équipe et avait convaincu le même pote malchanceux de retenter le coup. Cette fois, il devait le trouver. Le Covid-19 commençait à tout fermer et les autorités mettaient en garde les randonneurs contre les terrains dangereux. Mais de simples avertissements n'allaient pas arrêter Michael. Il a pris 2 bouteilles d'eau, quelques barres chocolatées et le livre de Fenn, c'était tout. Ils ont loué des motoneiges, les ont chargés et sont partis dans les montagnes. En les voyant partir, l'agent de location a probablement jeté un œil et pensé « Ouais, ces gars ne reviennent pas ». Et il avait raison. Après la tombée de la nuit, quand ils ne sont pas revenus, l'agent a appelé les autorités. Les recherches ont commencé. Vendredi matin, ils ont trouvé le camion. Samedi matin, les motoneiges abandonnés. Et samedi après-midi, ils ont trouvé les 2 hommes à juste 1 kilomètre de là où Michael avait été sauvé la première fois. Mais cette fois, pas de seconde chance. Michael n'a pas survécu. Son ami a à peine tenu et refuse d'en parler à ce jour. Quant au trésor, en juin 2020, Forrest Fenn lui-même a affirmé qu'il avait enfin été trouvé, mais il n'a fourni aucune preuve. Le FBI a commencé à poser des questions, et les procès ont commencé à s'accumuler. Certains disent que le trésor n'a jamais existé, d'autres qu'il était rempli d'artefacts obtenus illégalement. Quoi qu'il en soit, Michael a misé sa vie dessus et a perdu. Quelle est la morale de l'histoire ? Prenez plus que quelques barres chocolatées si vous partez chasser un trésor. Ou mieux encore, peut-être ne partez pas du tout. Numéro 9. Voici Howard Miller, un soudeur professionnel de Nouvelle-Zélande qui a poussé le bricolage un peu trop loin. Ce gars était doué avec le métal, toujours prêt à donner un coup de main. Mais le 3 septembre 2018, son aide s'est transformée en un feu d'artifice grandeur nature, un qui lui a valu un Darwin Award. Alors, que s'est-il passé ? Miller aidait un ami à souder un tuyau d'échappement sur une vieille Holden Kingswood. Mais au lieu d'utiliser un équipement de soudure classique, il est arrivé avec un montage expérimental, une bouteille de GPL remplie d'acétylène et d'oxygène. Pour ceux qui ont dormi en cours de chimie, c'est dangereux, très dangereux. Il y a une raison pour laquelle les soudeurs pros gardent ces gaz dans des réservoirs séparés. Mélangés, ils brûlent assez fort pour couper du métal, et sans régulateur de débit, rien ne les empêche d'exploser. L'ami de Miller a jeté un œil à ce piège mortel et a filé, mais Miller, non, il était confiant. Il a fixé une tête de torche directement sur la bouteille, a allumé la pointe de soudure et, eh bien, vous pouvez deviner la suite. La flamme est remontée dans la bouteille a explosé, remplie de 20 litres de diluant à peinture et d'essence. L'abri s'est désintégré. L'explosion était si forte qu'elle a brisé les fenêtres des maisons voisines. La voiture était foutue, l'abri aussi. Et l'ami cherchait probablement un nouveau soudeur. Miller, d'après tous les témoignages, était un gars gentil et généreux. Mais s'il a laissé quelque chose derrière lui, c'est une leçon dure. Soudure et chimie ne font pas bon ménage, sauf si vous voulez passer aux infos du soir. Numéro 10. Né vers 864, Louis III est devenu co-roi de la Francie occidentale aux côtés de son jeune frère Carloman II, après la mort de leur père, Louis II, surnommé Louis le Bègue. La Francie occidentale, ce n'était pas exactement toute la France qu'on connaît aujourd'hui, elle couvrait une bonne partie de ce qui est maintenant le nord et l'ouest de la France, y compris Paris, la Normandie et la Bretagne. C'était du lourd. Malgré son jeune âge, Louis III s'est révélé un chef militaire compétent. Son plus grand moment de gloire est venu en 881 à la bataille de Saucourt-en-Vimeux, où lui et Carloman II ont mené les forces franques contre les Vikings, les vrais, ceux avec des dracars et des haches qui pillaient l'Europe comme un passe-temps. Étonnamment, le jeune roi les a écrasés au combat, remportant une victoire massive et légendaire, même gravée dans un poème épique appelé le Ludwigslied. Mais juste au moment où il commençait à se faire un nom, le destin, ou plutôt une porte, avait d'autres plans. En 882, à 18 ans,
Louis a vu une jeune femme dans les rues de Saint-Denis et a décidé de la poursuivre. Que ce soit une cour innocente ou un cas médiéval de « je suis le roi, laisse-moi te séduire », c'est discutable. Quoi qu'il en soit, la femme n'était pas intéressée et a couru se réfugier dans la maison de son père. Louis, déterminé, l'a poursuivie à cheval. Mais c'est là que tout a dérapé. Littéralement. En galopant à toute vitesse vers la maison, il n'a pas vu un linteau bas, la partie supérieure de la porte. Il s'est fracassé dedans, se cognant la tête si fort qu'il est tombé de cheval. 2 jours plus tard, il est mort de sa blessure. Comme ça, le jeune roi prometteur, tueur de Vikings, a été vaincu par une mauvaise architecture. Certains historiens soutiennent qu'il est peut-être mort d'une maladie, mais la version assommé par une porte est trop ridicule pour être ignorée. Son jeune frère Carloman II a dû régner seul, mais il n'a pas duré bien plus longtemps, mourant dans un accident de chasse quelques années plus tard. Les royaux nous ont laissé un message. Regardez toujours où vous allez et ne poursuivez pas les gens ou les animaux qui ne veulent pas l'être. Numéro 11. En 2017, un soudeur russe, Vargas, travaillait sur des réparations d'autoroutes quand il a soudain eu une idée géniale. Et par génial, je veux dire le genre d'idée qui finit dans un conte moral. Vargas a remarqué qu'un extincteur rentrait parfaitement dans un vieux canon d'artillerie désaffecté. La plupart auraient admiré ça et repris leur journée. Mais pas Vargas, il allait porter la soudure au niveau supérieur, la balistique. Il a enfoncé l'extincteur dans le canon, mais n'a pas arrêté là. Il a décidé de booster cette expérience avec une réaction chimique en utilisant du carbure de calcium et de l'eau. Calcium carbide and water. Oh shit. Si vous ne savez pas, ce mélange crée du gaz acétylène utilisé dans les chalumeaux, et c'est très explosif. Vargas a fait sa magie, et le moment de vérité est arrivé. Le canon a tiré, mais l'extincteur a volé. Quel était le problème exactement ? Eh bien, le canon a bien tiré, mais des éclats et des fragments de métal sont partis droit dans la tête de Vargas. Il s'avère que quand des éclats et un crâne vide se rencontrent, les éclats gagnent toujours. Et voilà, mes amis, comment un homme s'est accidentellement transformé en victime de champ de bataille en temps de paix. Ce n'est pas parce que quelque chose rentre dans un canon qu'il faut le tirer. Numéro 12. Roy Halladay était une légende sur le terrain de baseball, mais le ciel, c'est un autre jeu. Le 17 novembre 2017, il a pris son tout nouvel Icon A5 pour une balade au-dessus du golfe du Mexique. Il avait tweeté que voler dedans, c'était comme piloter un jet de chasse. Un fan inquiet lui avait répondu qu'il devrait faire attention. Malheureusement, ses mots de conseil ont été ignorés. Et quelques semaines plus tard, il n'était plus là. En parlant de l'euphorie de Roy, l'Icon A5 est loin d'être un jet de chasse. Il a l'air élégant dehors, mais sous le capot, c'est plus comme un biplan de 1912 avec un emballage chic. C'est un avion léger, conçu pour voler tranquillement, pas pour des acrobaties à haute vitesse. Et bien qu'il soit petit et puissant, ça ne veut pas dire qu'on peut jouer les Mavericks et faire des cascades de Top Gun. Même l'ingénieur en chef et le directeur de l'ingénierie de l'avion l'ont appris à leurs dépens. Tous deux ont perdu la vie dans un crash dans un canyon plus tôt cette année-là. Mais Roy, il se sentait audacieux ce matin-là. Il s'est levé, a remorqué son avion jusqu'à la plage et a passé en revue sa checklist avant vol. Les ailes étaient bien fixées, il a pris des drogues, les a avalées avec de l'alcool et il était prêt. Ce qui a suivi était un cocktail de mauvaises décisions, morphine, amphétamine, somnifères et alcool. On pourrait penser qu'après une carrière de home run, il saurait que cette combinaison était vouée à l'échec. Une fois en l'air, Roy ne se contentait pas de voler, il faisait le show. Montée raide, plongée soudaine, frôlant l'eau à des altitudes follement basses, les plaisanciers et pêcheurs regardaient horrifiés, certains filmant en craignant le pire. Et puis le pire est arrivé. Il a entamé une montée abrupte, sa vitesse a chuté et l'avion a décroché. En un instant, il a perdu le contrôle, s'est retourné et s'est écrasé dans l'eau. L'impact ne l'a pas tué, c'est la noyade qui l'a emporté. Major League Baseball great and Bay Area resident Roy Halladay killed in a plane crash today. The aircraft found upside down in the Gulf of Mexico, not far from the coast of Pasco County. Et juste comme ça, une légende du sport était partie. Numéro 13. En 1988, les médecins mettaient en garde contre une nouvelle façon dangereuse et carrément folle dont les gens abusaient de la cocaïne en l'injectant directement dans leur urètre. Ouais, vous avez bien entendu. Certains sautent les méthodes habituelles pour aller direct vers la pire idée possible. Prenez cet homme, par exemple, un gars de 34 ans qui a décidé de pomper de la cocaïne dans son urètre. C'est le trou pour faire pipi, pour ceux qui n'écoutaient pas en cours de bio. Son but était d'améliorer ses performances au lit. À la place, il s'est retrouvé avec une érection de 3 jours, une douleur atroce et un séjour à l'hôpital.
Avoir une érection pendant 3 jours peut sembler sorti d'un livre plein d'infos bidons, mais en réalité, c'est une urgence médicale appelée priapisme. Les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. Après des jours à lutter pour uriner et à gérer une douleur intense, son érection a soudain disparu. Mais ensuite, du sang a commencé à fuir dans ses mains, ses pieds, sa poitrine. Et oui, ses organes génitaux déjà condamnés. Les médecins se sont précipités pour le sauver, mais les dégâts étaient trop graves. Son sang ne circulait plus correctement, causant la mort des tissus partout dans son corps. Dans une tentative désespérée d'arrêter la propagation de la gangrène, les médecins ont dû amputer ses 2 jambes au-dessus du genou et tous ses doigts, sauf un. Quant à son pénis, il est simplement tombé tout seul, comme un tour de magie tragique dopé aux drogues. Que vous le croyez ou non, ce n'est pas la première fois que des gens essaient d'utiliser la cocaïne comme aphrodisiaque. Certains en frottent sur leur partie pour retarder l'orgasme ou booster les sensations, mais l'injecter, c'est un tout autre niveau d'autodestruction. Pour ceux qui pensent à injecter des drogues dans leurs parties intimes, la seule chose que vous stimulerez, c'est un aller simple et rapide pour l'hôpital, si vous avez de la chance. Numéro 14. Un homme sain au Pakistan a décidé qu'il était prêt à passer au niveau supérieur dans son jeu de miracle en réalisant une résurrection complète. Le seul problème, c'est qu'il ne l'avait jamais fait avant. Mais pourquoi laisser un petit détail comme 0 expérience gêner une expérience divine? Pendant 5 ans, ce soufi avait impressionné les villageois de Mubarakabad avec ses soi-disant miracles. Et maintenant, il était temps pour lui de réaliser le miracle ultime, prouver qu'il pouvait ramener quelqu'un d'entre les morts. Mais pas n'importe qui, il voulait spécifiquement un homme marié avec des enfants, vous savez? Quelqu'un qui avait toutes les raisons de vouloir revenir de l'au-delà. Logique imparable. Muhammad Niaz, un homme de 40 ans, a entendu l'appel et s'est dit « Je vais tenter ça ». Alors il s'est porté volontaire. Le plan était simple. L'envoyer dans l'au-delà un jour, le ressusciter le lendemain. Pas de quoi en faire un plat. Un mardi fatidique, le soufi a annoncé l'expérience grandiose. Le mercredi, Muhammad a été sacrifié. Et le jeudi, le soufi était en prison pour avoir pris une vie. Il s'avère que la résurrection, c'est bien plus dur que ça en a l'air. Normalement, un Darwin Award n'est pas donné pour un crime. Mais dans ce cas, Muhammad s'est littéralement inscrit pour ça. Il a cru au soufi jusqu'au bout. Mais malheureusement pour lui, la seule chose qui est revenue à la vie, c'est le bon sens, juste un peu trop tard.